Ce mini-cours est le premier d'une série dédiée au projet PICG 667 qui consiste en la création d'une carte mondiale des orogènes. Ce projet PICG est sponsorisé par l'UNESCO et l'IUGS. La CCGM est en charge de la coordination du projet, d'un point de vue de la recherche, mais également pour la production des mini-cours. Cette courte présentation consiste en une introduction de notre projet PICG et en une discussion sur la formation des orogènes et comment doit-on les représenter sur une carte. Le but de ce cours est d'identifier et de décrire de manière simple les éléments clés d'un orogène, de faire apparaître sur une carte mondiale les différentes chaînes de montagnes à travers l'histoire géologique de la Terre. Ainsi, cette carte sera accessible à tous, aux non-géologues, et bien sûr, elle pourra être diffusée pour les scolaires dans les collèges, lycées et universités, mais aussi lors de conférences ou de workshops. Ces mini-cours seront également l'occasion de mettre en avant de jeunes chercheurs ou chercheuses, enseignants ou enseignantes, à travers le monde afin de se faire connaître. Les orogènes ou chaînes de montagne se développent à l'interface entre des plaques lithosphériques majeures ou des microblocs. Bien sûr, comme la tectonique des plaques est opérationnelle depuis au moins la fin de l'Archéen, les orogènes ont été nombreux à se former et à être érodés au cours de l'histoire géologique de la Terre. Ainsi, la continuité apparente des chaînes de montagnes est uniquement visible pour les plus récentes d'entre elles. Alors, regardons maintenant de plus près les processus de formation d'un orogène. Conformément au cycle orogénique classique, qu'on appelle également le cycle de Wilson, une masse continentale qui est stable peut être étirée par des forces externes ou par la remontée de matériel magmatique. Ainsi, la croûte continentale se rompt et une nouvelle croûte se crée par fusion partielle du manteau au niveau des dorsales océaniques. Il s'agit de la croûte océanique, principalement constituée de basalte et de gabbro. Elle diffère de la croûte continentale, qui est elle principalement constituée de granit et de gneiss, en termes de rhéologie, de densité, d'épaisseur, de composition chimique et de température. Deux blocs continentaux peuvent alors à nouveau se rapprocher par le phénomène de convergence. L'océan qui séparait ces deux blocs va peu à peu se fermer par le phénomène de subduction, car la croûte océanique, qui est fine, dense, relativement froide et hydratée, va rencontrer une croûte continentale qui est épaisse et moins dense. La plaque océanique va alors rentrer en subduction sous la plaque continentale. Les roches de la croûte océanique vont alors se transformer peu à peu sous l'effet de la température, mais surtout sous l'effet de la pression, augmentant avec la profondeur. On parle de métamorphisme de subduction, caractérisé par des roches métamorphiques de haute pression, car enfouies à grande profondeur, et de relativement basse température, car ces roches dérivent de la croûte océanique, qui est relativement froide. Sous l'effet de la chaleur, la plaque inférieure va alors se déshydrater et entraîner la fusion partielle du coin mantélique. Du magma est alors formé et va percoler jusqu'à la surface car il est moins dense que la croûte continentale. Des volcans de subduction vont se former comme par exemple au niveau de la cordillère des Andes et créer des chaînes de volcans. Suite à la subduction, lorsque la croûte océanique est totalement enfouie, deux blocs continentaux vont se rencontrer. On parle de collision continentale. La croûte continentale est alors largement déformée et des hauts reliefs se forment comme dans l'Himalaya. On peut retrouver des vestiges de croûte océanique, les ophiolites, ou de roches métamorphiques coincées et exhumées dans ces chaînes de montagnes. La croûte continentale peut parfois fondre partiellement et former des plutons granitiques. On peut également retrouver des roches métamorphiques de plus haute température comme des migmatites. On parle alors de métamorphisme de collision. Ces orogènes vont alors être érodés au cours des temps géologiques, créant de grandes quantités de sédiments détritiques déposés dans des bassins sédimentaires post-orogéniques. On appelle cela les bassins molassiques. Mais quand on rentre dans le détail, il existe en réalité différents types d'orogènes. La notion d'orogène n'est pas figée dans le temps et dans l'espace. En fonction de l'objet que l'on regarde, on peut observer différents types d'orogènes ou différentes étapes de ceux-ci. Par exemple, lors de la subduction entre une croûte océanique et une croûte continentale, on observe des déformations importantes dans le prisme sédimentaire et la croûte océanique, et en partie dans la croûte continentale.
Nous pouvons également observer la formation de roches métamorphiques de haute pression basse température et la formation d'arcs volcaniques avec d'importants reliefs. C'est le cas par exemple de la cordillère des Andes. Lorsque plus tard, les marges continentales rentrent en contact, différents fragments, des microblocs, crustaux ou arcs ou plateaux volcaniques peuvent être piégés et impliqués dans la subduction avant la collision. On parle d'orogènes avec blocs accrétés, comme par exemple les cordillères nord-américaines. Lorsque la convergence se poursuit, la déformation va être de plus en plus importante et la topographie également. On parle de collisions continentales, comme par exemple en Himalaya. Pour finir, l'extension de la croûte provoquant la formation d'un rift peut être avortée avant la formation de la croûte océanique. Dans ce type de cas, le rift rempli de sédiments peut être refermé par convergence. Les failles normales créées lors de l'extension vont alors s'inverser et engendrer parfois une chaîne de montagnes. Ce type d'orogène, relativement différent des autres types, peut être discuté pour notre carte mondiale. Cependant, les Pyrénées ou l'Atlas sont des exemples de ce type d'orogène. Regardons maintenant dans l'espace, et plus particulièrement lors de l'ouverture d'un bassin. Prenons le cas de la mer de Chine du Sud dont vous avez la carte structurale en arrière-plan. Nous pouvons voir que l'ouverture ne se fait quasiment jamais de manière cylindrique. L'ouverture se fait plutôt de manière graduelle, en partant d'une croûte continentale qui va s'étirer, c'est-à-dire un rift, en passant par une ouverture océanique à partir d'un propagateur, où la croûte continentale se rompt, faisant place au manteau. Si nous regardons latéralement un peu plus loin, on peut observer un bassin océanique largement ouvert, avec la formation d'une dorsale et donc de croûte océanique. Quand cette forme en V ou en ciseau est à nouveau contractée, la fermeture engendre bien sûr plusieurs types de structures aboutissant à différents types d'orogènes. En partant de gauche sur le schéma, nous pouvons observer une inversion de rift, puis une convergence océan-continent type subduction puis collision continent-continent, et enfin une convergence avec microblocs se terminant par une collision de blocs accrétés, le tout le long de la même zone de suture. Nous devons donc trouver un moyen de représenter ces différents types d'orogènes sur une même carte. Pour cela, une représentation simplifiée des éléments principaux d'un orogène doit être réalisée. On peut voir dans les chaînes de montagnes plusieurs éléments récurrents qui vont nous permettre de proposer un orogène type simplifié. Par exemple, on peut citer deux marges qui vont se rapprocher par convergence, engendrant une déformation importante marquée par de nombreuses failles inverses, ainsi qu'une topographie élevée. Pour commencer, les sédiments anciennement situés sur la croûte océanique plongeante, ayant été rabotés, forment les contreforts de la chaîne de montagnes. Ces sédiments peuvent disparaître dans les orogènes anciens, suite à une érosion tardive. Ensuite, la croûte continentale peut également avoir été fortement déformée ou métamorphisée. Entre les croûtes continentales, on retrouve des vestiges de l'ancien plancher océanique, les ophiolites, et qui constituent la zone de suture océanique. Cette zone peut être plus ou moins étendue si des microblocs sont présents pendant la convergence. On peut retrouver également des roches métamorphiques de haute pression ou ultra haute pression et basse température qui se sont formées pendant la subduction à grande profondeur par transformation de la croûte océanique basaltique et des sédiments qui la recouvraient, mais également des roches métamorphiques de haute température formées pendant la collision. On peut aussi observer des roches magmatiques, à la fois des roches volcaniques vestiges d'un ancien arc volcanique lors de la subduction, ou des roches plutoniques de type granit péralumineux formées lors de la collision. La chaîne de montagnes alors formée peut être érodée, les sédiments se déposent alors dans des bassins molassiques. Pour revenir à notre cycle orogénique, il est important de réaliser qu'un orogène va s'éroder après l'arrêt des forces de compression horizontale pour finalement aboutir à un état de stabilité de la lithosphère appelé quiescence tectonique. L'histoire va se répéter de sorte qu'un nouveau rift ou un nouvel océan se formera, suivant simplement le cycle de Wilson, laissant la place à un nouvel orogène pour se former. La carte doit bien sûr tenir compte de cette cyclicité. Pour cela, nous avons défini un code couleur en fonction du temps pour chaque grande orogénèse. Les zones orogéniques fortement déformées seront représentées par une couleur plus intense que les zones périorogéniques, moins déformées, constituées principalement de sédiments.
Les ophiolites, les roches magmatiques et les roches métamorphiques seront également représentés pour chaque orogène. Avec cela, nous pouvons donc séparer les principaux événements orogéniques qui se sont déroulés au cours de l'histoire géodynamique de la Terre. Notre carte, disponible également sous forme digitale, mettra en avant à l'aide de différents calques chaque orogène et ses marqueurs. Bien sûr, plus nous remontons dans le temps, moins les marqueurs des orogènes sont nombreux et préservés. De plus, notre carte fera apparaître les cratons archéens, pour la plupart mis en place avant le début de la tectonique des plaques sur Terre. Un mini-cours dédié à la géodynamique précambrienne sera également bientôt disponible. Deux exemples d'orogènes majeurs s'étant déroulés durant le Paléozoïque vont vous être présentés. Il s'agit des orogènes calédoniens et varisques. Les différents marqueurs de ces orogènes, couplés par exemple à des datations, à une stratigraphie précise ou à des données paléomagnétiques, peuvent être utilisés pour créer ces reconstructions paléogéographiques. On voit ici différents stades de la fermeture de l'océan Iapetus vers 460 millions d'années, aboutissant à l'orogénèse taconienne au sud et à l'est des États-Unis, où un arc volcanique est entré en collision avec Laurentia. C'est alors le début de la formation des Appalaches. Au même moment, Baltica et Avalonia rentrent en collision pour donner la zone de Tornquist dans le nord-ouest de l'Europe. La collision entre Laurentia, Baltica et Avalonia va former l'orogénèse calédonienne. On aboutit alors au supercontinent Laurussia, vers 400 millions d'années. Bien sûr, ces reconstructions sont de plus en plus difficiles à réaliser pour des âges anciens, dû au manque de données entre autres sur les orogènes et leurs marqueurs. Voici ici les reconstructions paléogéographiques liées à la fermeture de plusieurs océans, de l'océan Réique à partir de 400 millions d'années, et qui va donner naissance aux chaînes acadiennes puis alléghaniennes et former la fin des Appalaches, puis les Mauritanides et l'Anti-Atlas. On voit également la fermeture de l'océan Rhéno-Hercynien qui résulte de la collision des blocs Laurussia avec Armorica et Gondwana et qui va former la chaîne varisque ou hercynienne en Europe. On voit également la fermeture de l'océan Ouralien par collision des blocs Sibéria et Kazakhstania avec Laurussia qui va donner la chaîne de l'Oural. Toutes ces collisions vont donner naissance au supercontinent de la Pangée vers 300 millions d'années. En conclusion, avec les éléments clés d'un orogène présentés dans ce mini-cours, nous avons pu avoir un aperçu simplifié de l'évolution d'un rift et ou d'un océan, depuis sa formation par extension jusqu'à son intégration dans un orogène, et avoir un aperçu de la façon dont la géométrie de ses marges a un impact sur son style de déformation. Nous avons pu également observer comment les orogènes qui se sont succédés dans le temps ont souvent été réactivés par la suite. Tout cela nous permet donc de pouvoir représenter sur notre carte la distribution à l'échelle mondiale de nos orogènes au cours du temps.